Retour ce soir sur le plateau de BFM Cerise sur cette semaine folle, semaine de tous les dangers pour le président de la République et le gouvernement. Une semaine pour éteindre l'incendie Cahuzac. C'est le grand débat de BFM Cerise ce soir. Thomas Wider, bonsoir. C'était d'ailleurs la une du Monde aujourd'hui. Vous êtes journaliste politique au journal Le Monde. Nous sommes avec Guillaume Roquette. Bonsoir Guillaume, directeur de la rédaction de Figaro Magazine. Et puis un sondeur, le directeur de BVA Opinion, Gaël Slimane. Bonsoir. Alors, Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont-ils sortis d'affaire ce soir? Absolument pas. Ils ne sont pas sortis d'affaire et ils ne le seront pas avant longtemps. La semaine prochaine va être une semaine absolument cruciale parce que ce qu'a annoncé François Hollande mercredi à l'issue du Conseil des ministres... La lutte implacable pour moraliser la vie publique. Il n'a pas employé le terme moraliser, mais c'est ça que ça veut dire. Et l'objet essentiel de ça, c'est la transparence. La transparence telle qu'elle va être promue, affichée, c'est une véritable nouveauté dans notre culture politique française. Et on est, de ce point de vue-là, dans une sorte de saut dans l'inconnu. Il y a beaucoup de résistance d'ailleurs dans la classe politique. Il y a beaucoup de résistance, à la fois au gouvernement, les ministres sont concernés, puisque c'est eux qui vont dévoiler dès lundi leur patrimoine. Aussi, parmi les parlementaires, on a vu l'expression de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a parlé d'un risque populiste. Et de ce point de vue-là, ça va être d'autant plus difficile à gérer politiquement que l'opinion publique est un peu à cran. On voit, les gens sont énervés, inquiets, etc. Donc ça va être une passe très délicate pour le président et son Premier ministre. Guillaume Roquette. Moi, j'ai le sentiment que, effectivement, le gouvernement n'est pas sorti de l'auberge et François Hollande encore moins, parce que la réponse qui en soi peut se défendre, la promesse de transparence, elle est toujours bonne à prendre, mais c'est une réponse qui est à côté du problème. Les Français, à mon avis, ont ressenti l'affaire Cahuzac comme étant un scandale de l'impunité. On ne reproche pas à M. Cahuzac de ne pas avoir été assez transparent sur ses comptes en banque, on lui reproche d'avoir pu s'installer jusqu'au cœur du pouvoir et installer la fraude au cœur du pouvoir. Et on reproche au gouvernement et au président de la République de ne pas avoir suffisamment réagi. Et comme tous les jours, il y a des nouvelles polémiques sur le rôle de tel ou tel ministre, sur l'absence de réaction du président, eh bien, ça remet à chaque fois du charbon dans la locomotive. Et comme derrière tout ça, je dirais en arrière-plan, comme dans un décor, le reproche presque inconscient mais récurrent des Français au président et à son gouvernement, c'est le reproche de l'inaction, le reproche de l'impuissance. Et là, on fait des promesses générales de réformes qui, encore une fois, peuvent être valables, mais qui ne changent rien à court terme. Gaël Slimane, vous avez sondé les Français sur justement ces annonces de transparence. Ils sont plutôt pour ? Alors oui, ils sont pour la transparence pour les autres, en l'occurrence pour les parlementaires. Pas pour eux, mais pour les autres, oui. Voilà, c'est rare qu'on fasse des sondages où on pose des questions dont on connaît déjà à l'avance le résultat. En général, ça n'a pas grand intérêt. Là, on le savait d'avance. En revanche, dans le sondage, il y avait 5 ou 6 autres questions. Et par rapport au débat actuel qui me semble intéressant, c'est qu'on voyait que les Français nous disent qu'ils ne croient pas une seconde à toutes les promesses qui ont été faites par François Hollande, à la fois en termes de transparence. Ils ne pensent pas que ces mesures seront efficaces pour permettre cette transparence. Ils ne pensent pas qu'elles permettront de lutter contre les paradis fiscaux. De mémoire, on doit être à 80% de Français qui nous disent ça ne marchera pas. Donc la parole du président n'est plus crédible ? Ils ne pensent pas non plus que ces mesures auraient permis d'éviter un scandale, une affaire comme l'affaire Cahuzac. Mais le vrai problème, oui, exactement comme le dit Jean-François Copé, le vrai problème, c'est que sur toutes ces questions, la réponse à côté de la plaque du président, c'est qu'il n'a pas de problème d'honnêteté dans l'opinion publique François Hollande. Nous avons publié dans le Parisien Mag aujourd'hui même un grand sondage très sévère pour François Hollande en termes de bilan, mais rien dans la personnalité de François Hollande n'est encore abîmé auprès des Français. Et la seule qualité qui lui est encore très largement reconnue, c'est l'honnêteté. Donc moi, le principal problème que je vois à ce qui se passe en ce moment pour François Hollande, c'est que c'est quelque chose qui intéresse légitimement les médias. Donc les médias le sollicite sur ces questions, mais ce n'est pas une demande des Français. Les Français lui disent « François Hollande, nous attendons des réponses sur le chômage, nous attendons des réponses sur la croissance économique, sur l'emploi. » Les priorités sont toujours les mêmes. Les priorités sont les mêmes et le sentiment général, c'est que les Français, même s'ils regardent, s'ils sont captivés par vos unes sur ces sujets-là, se disent que fondamentalement, ce n'est pas le problème. Donc il répond à côté de la plaque. François Hollande est-il en train de jouer son quinquennat en ce moment ?
François Hollande, je pense pas qu'il joue son quinquennat là-dessus, même si effectivement c'est une passe très, très délicate, mais de fait on en a connu d'autres depuis le début du quinquennat, même si celle-ci a peut-être plus d'intensité, mais souvenez-vous de cette décade totalement folle de fin novembre, début décembre, autour de Florange, où déjà on avait un sentiment de cacophonie, d'impuissance. On disait aussi que la gauche jouait à ce moment-là, la gauche de gouvernement, son lien avec les catégories populaires, la classe ouvrière, etc. Bon, et puis finalement, il y a d'autres séquences dans la vie politique. Ça a été un petit peu effacé par le Mali. Les choses sont assez cycliques finalement. Mais ce qui se passe, et là, je pense que Gaël Silman sera d'accord, c'est que ce qui est finalement quand même assez inquiétant aujourd'hui dans l'opinion pour le gouvernement, c'est que, par exemple, au moment de Florange, il y a un affaissement de la popularité de l'exécutif. Ensuite, ça se stabilise un peu au moment du Mali. Certains instituts de sondage enregistrent une toute petite remontée, mais enfin, c'est 3 fois rien. Et puis ensuite, ça s'affaisse à nouveau. C'est-à-dire que c'est une sorte de dégringolade par palier. Et la question, c'est de savoir jusqu'où ça va durer, quoi. Là, on en est à quoi, 25, 30 Ça dépend des questions posées des instituts. Chez nous, par exemple, vous avez tout à fait raison, on a eu bien ces paliers-là. On est à 34%, mais seulement moins 1 point de baisse. Le mois où il a le moins baissé, c'est le mois de l'affaire Cahuzac, où on voit bien d'ailleurs que ce n'est pas le principal souci pour sa popularité. Alors, entendons-nous bien, ça n'arrange rien. Mais le cœur du problème pour François Hollande en termes de popularité, c'est un sentiment d'inefficacité, comme c'était le cas pour Nicolas Sarkozy d'ailleurs, sur les enjeux économiques. Je dis enquête. Dans le dernier baromètre Figaro Magazine de la semaine dernière, il est à 27%. Alors certes, c'est la Sofres qu'il a fait, mais c'est sûrement néanmoins très sérieux. Même s'il est un petit peu au-dessus de on va faire la bataille des sondages ce soir. Vous savez pourquoi l'écart 27-34 ? Parce que la question posée par nos confrères de la Sofres est une question de capacité à résoudre les problèmes efficacement, les problèmes qui se posent au pays. Et nous, c'est une question de popularité plus douce. Et alors le problème, c'est que donc il y a cette espèce de dégringolade, et à côté de ça, il y a par une espèce d'effet de ciseau, il y a le chômage qui, lui, ne cesse de grimper. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la première crise. Le problème, c'est que à chaque séquence, le président de la République est un petit peu plus affaibli. Donc, jusqu'où est-ce que ça va pouvoir aller? Alors, il n'y a pas de crise de régime dans ce sens où il est élu pour 5 ans, il a une majorité à l'Assemblée nationale, mais il apparaît tellement faible que... il peut y avoir à un moment ou un autre, et la vérité c'est qu'on ne sait pas d'où elle peut venir. Une crise sociale, une crise institutionnelle, une crise sociétale sur un sujet comme le mariage et l'adoption pour les homosexuels, où d'un seul coup, il y a une espèce de mouvement difficile à contrôler qui fait que le pouvoir se retrouve... pronostiquez un mois de mai, alors on parle beaucoup de février 34, et on dit que mai 2013 pourrait ressembler à février 34 avec effectivement diverses manifestations organisées ici et là, qui n'ont d'ailleurs pas souvent de lien entre elles, les syndicats, Mélenchon, Brigitte Bardot. Elles n'ont de commun entre elles ces diverses manifestations que le fait de s'opposer à François Hollande. C'est pas un fantasme de journaliste, c'est ça ? Si, non, mais attendez, il y a une chose qui est claire, c'est que je ne crois pas à un nouveau mai 68, par exemple. Pourquoi ? Parce que les Français, ils ont peut-être autre chose à faire que de manifester. Exactement. Et en fait, les Français... Ceux qui ont un emploi sont trop contents de l'avoir et font tout pour le garder, et ceux qui n'en ont pas en cherchent un. Donc je pense que si manifestation sociale il y a, elle serait minoritaire. Non, je crois plutôt... Mais elles peuvent être radicales, ces manifestations. Effectivement, elles peuvent être radicales, et elles peuvent surtout mettre le président dans une position psychologique où il serait obligé de faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire ou bien changer de Premier ministre, ou remanier de façon profonde, ou bien encore dissoudre, ou prendre une initiative, mais en tout cas plus forte que celle d'aujourd'hui. Donc en fait, le président n'a pas encore touché le fond, Thomas Wider ? Non, mais pour rebondir sur votre question, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des années 30 en ce moment, il y a un certain nombre de points communs, évidemment, mais il y a quand même une différence fondamentale avec les années 30, c'est que quand vous vous souvenez des slogans de l'extrême droite, par exemple, des années 30, il s'agissait de renverser ce qu'on appelait la gueuse, c'était le nom qui était donné à la République. Aujourd'hui, vous avez une extrême droite, et c'est quand même important de le rappeler dans l'histoire politique française, qui n'est plus officiellement anti-républicaine. Elle ne prône pas un retour à la monarchie. Alors, cela dit, c'est vrai que la crise... Mélenchon prône, lui, un changement de République. Oui, absolument, mais il reste républicain, dans l'horizon républicain. En revanche, ce qui est vrai, et c'est vrai que là, on aborde une période qui va être politiquement sensible, c'est que vous avez pour le 5 mai, c'est-à-dire en gros pour les 1 an d'élection de François Hollande, l'appel des 2 candidats de gauche qui ont appelé à voter pour lui pour le second tour, Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly, qui appellent à manifester contre lui, donc pour le premier anniversaire. C'est quand même une première, c'est inédit dans l'histoire de la Ve République, et forcément, c'est un moment politique qui va être particulièrement délicat. Alors, je voudrais aussi qu'on parle de Jean-Marc Ayrault. C'était aussi une semaine très importante pour lui. Ce matin, Jean-Marc Ayrault voulait affirmer son autorité. On écoute.
Je n'ai pas aimé qu'on conteste la politique du gouvernement. Oui. Il y a eu un rappel par le président de la République en conclusion du Conseil des ministres, qui l'a rendu public ensuite, en réponse à une question d'un journaliste. Il n'y a qu'une ligne politique, c'est celle du redressement. Mais écoutez, il n'y a qu'une ligne politique au gouvernement, il n'y en a pas deux, il n'y en aura pas deux. Ça, chacun est donc responsable et solidaire de cette politique du gouvernement. Voilà. Rappelons que certains au gouvernement ont profité de l'affaire Cahuzac pour remettre en cause une ligne de politique d'austérité. Arnaud Montebourg, Cécile Duflot et Benoît Hamon. Voilà, certains ministres, vous avez raison de le rappeler, même si peut-être est-il excessif de mettre Arnaud Montebourg, étant donné la nature des propos qu'il tenait, dans le même sac, si je puis dire, que ce il y a en tout cas l'ambiguïté. Les deux autres ministres. Mais il y a un peu d'ambiguïté. C'est un des vrais problèmes de ce gouvernement, de cette équipe. Encore une fois, il n'y a pas de fracture. Malgré le niveau d'impopularité auquel ils se situent l'un et l'autre, il n'y a pas de fracture avec les Français, comme on a pu le noter très vite, très tôt pour Nicolas Sarkozy, même si les niveaux d'impopularité sont comparables. Pour Nicolas Sarkozy, il y avait une situation économique fâcheuse, des promesses fortes qui donnaient le sentiment de ne pas avoir été tenues, mais en plus, il y avait un coefficient personnel désagréable. S'agissant de François Hollande ou de Jean-Marc Ayrault, on ne note pas ce problème-là. En revanche, la singularité qu'ils ont, c'est un sentiment, certains médias, certains de vos confrères titraient Monsieur Faible par exemple, c'est un sentiment de faiblesse et qui effectivement dans un contexte de mouvements sociaux importants et très disparates au mois de mai pourrait générer une forme de coagulation et lui causer des problèmes sérieux, alors ceux qu'envisageait Guillaume Roquette pourquoi pas, ou d'autres. Pour autant, s'agissant du Premier ministre, s'il y en a un des deux entre le Président et le Premier ministre qui, pour le moment, semble se tenir à un cap un peu plus clair, parce que les Français ont du mal à percevoir le cap assez régulièrement. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est de la social-démocratie, du social-libéralisme, du socialisme comme autrefois ou que propose-t-il? Dans le cas de Jean-Marc Ayrault, il y a une ligne qui est quand même rappelée avec constance, un petit peu d'ailleurs comme le faisait François Fillon à pareille époque, par rapport à Nicolas Sarkozy, en disant... Soyons rigoureux. De toute façon, le Premier ministre, c'est un métier de chien. Hein, oui, bien sûr. Quel que soit le Premier ministre. Naturellement. Et je pense que quand un Premier ministre, en plus, a au-dessus de lui un président de la République dont le cap n'est pas forcément clair, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas la force du président pour raffermir ou pour aider le Premier ministre. Et quand ce Premier ministre, d'ailleurs, comme François Hollande, disent « Attention, on n'a pas le droit de contester la ligne du gouvernement. Ce n'est pas bien. Il y a des rappels à l'ordre. Le problème, c'est qu'on en est au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mouvement de contestation. Et il ne se passe rien. Donc, il y a un discours d'un côté, mais les actes contredisent ce discours. De même que François Hollande dit, attention, il faut que la République soit exemplaire, sauf qu'il y a eu l'affaire Cahuzac. Mon ennemi, c'est la finance, sauf qu'il y a eu son trésorier qui investissait aux îles Caïmans. Donc, à la limite, moi, je me demande même si le gouvernement ne parle pas trop, parce que il y a une telle contradiction entre les actes et les affirmations que les paroles... Même François Hollande a beaucoup parlé. Oui, mais voilà, il parle toutes les semaines maintenant. Ce qui est d'ailleurs un vrai sujet, parce que c'est Jacques Pilan qui était le grand conseiller, le grand gourou en communication de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, qui avait théorisé la rareté en disant le président de la République, c'est celui qui ne parle pas trop souvent, sinon il va s'user. Bien là, j'ai un peu peur que François Hollande s'use. Thomas, l'idée d'un remaniement est-elle définitivement écartée ce soir ? Pour les jours qui viennent, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sera un aveu de faiblesse de la part du président de la République d'agir sous la pression de ses opposants. La deuxième raison, je rejoins ce que vient de dire Gaël Slimane, c'est que finalement, Jean-Marc Ayrault tient la barre. Il est moins contesté au sein de la majorité qu'il ne l'était il y a quelques mois. La troisième raison, c'est que François Hollande, mercredi, lors de son intervention après le Conseil des ministres, a rappelé que le cap économique, la politique économique du gouvernement ne changerait pas. Or, un remaniement n'aurait de sens que s'il fallait réorienter la politique économique. Enfin, quatrième raison, c'est que François Hollande est convaincu qu'il ne pourra changer de Premier ministre qu'une fois au cours d'un quinquennat, on ne va pas en changer 3 ou 4 fois, et que l'année prochaine sera une année forcément politiquement difficile avec les élections municipales puis européennes, et qu'il préfère se réserver cette cartouche pour ce moment-là que pour aujourd'hui. La semaine n'a pas été de tout repos non plus pour l'opposition. On va rappeler les divisions à droite sur la publication du patrimoine. D'un côté, François Fillon et Laurent Wauquiez, les chevaliers blancs de la fiscalité et du patrimoine qui jouent la carte de la transparence, et puis de l'autre, Jean-François Copé qui est plus embêté. On voit bien que sur une affaire comme celle-ci, l'opposition, bien sûr, est dans son rôle, elle conteste, mais elle se retrouve également cernée par ses propres divisions.
Oui, on a des positions, on a presque des mises en abîme, tellement on peut avoir d'arroseurs arrosés, puisque, vous l'évoquez, pour dire les choses clairement, lorsque Laurent Wauquiez et François Fillon disent « mais soyons très transparents, regardez combien nous gagnons », le but du jeu est de mettre en difficulté, alors au moins Jean-François Copé, et puis peut-être, qui sait, le terrible recours, celui qui a beau avoir des ennuis avec la justice, grimpe quand même dans les sondages, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Donc le but du jeu, c'était celui-là. On ne peut pas dire que ce soit une franche réussite. François Fillon sur France 2, c'était raté ? Ce qu'il dit avec beaucoup de dignité, de manière claire, fonctionne bien, mais vous avez vu ce choc d'image au moment où il parle, la photographie d'une demeure prestigieuse qui apparaît en incruste écran, ce n'est pas terrible. Donc, on a appris qu'il y avait une société de conseil aussi à côté. Globalement, sur ces questions de patrimoine, soyons très clairs, même si le sondage que nous publions aujourd'hui indique que les Français, évidemment, trouveraient ça formidable qu'on présente le patrimoine de leurs élus, c'est une erreur. Ça produit un mauvais regard sur la classe politique, ça donne des situations ubuesque et parfois franchement grotesque de ministres ou de personnalités de premier plan qui vont détailler qui possède une 504, qui a un canoë-kayak en carbone, c'est ridicule. Et ils ont tous des vieilles bagnoles. Mais forcément, parce que les Français qui ont mauvais esprit répondront que c'est parce que comme ils roulent dans des voitures avec chauffeur fournis par la République depuis des années, ils n'ont pas eu besoin de changer de voiture. Mais au-delà de... Oui, c'est pas faux, même si c'est un peu facile. Mais surtout, moi je pense que ça ne sert à rien, ces déclarations de patrimoine. En Espagne, en Italie, ça existe depuis des années, ça n'empêche pas des affaires de corruption qui sont infiniment plus graves, et tant mieux pour la France que celles qu'on connaît dans notre pays. Mais ce que je pense aussi, c'est que cet état de crise dans lequel on est, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de leader naturel, entre guillemets, dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse incarner une alternance. Et donc, il y a le flou des deux côtés. Le flou dans la majorité, dans la direction du pays, et le flou dans l'opposition. Ce qui explique que des mouvements presque spontanés, dirigés par une femme qui s'appelle elle-même Barjot, puissent avoir un écho pareil. Non, ce qui est quand même assez navrant dans cette situation, c'est que je pense que les responsables politiques de la majorité comme de l'opposition devraient prendre en compte l'état de crispation et de crise morale du pays et ne pas jouer à des petits jeux politiciens avec les sujets dont on parle qui sont des sujets extrêmement lourds. Merci messieurs, je vous souhaite un très bon week-end à suivre.